Contact Entreprise vous présente Libreco. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Libreco. Ce soir, nous parlons énergie avec la Sara. Après un demi-siècle d'existence, la société anonyme de la raffinerie des Antilles se tourne vers les énergies renouvelables avec l'acquisition d'une pile à combustible ou encore un projet de centrale photovoltaïque. Alors, s'agit-il d'un changement de modèle? Nous poserons la question à Philippe Guy, le directeur général de la Sara. Dans notre bon plan, zoom sur la pole dance, une discipline qui sort peu à peu des boîtes à striptease pour devenir un sport à part entière. Sans oublier notre chiffre sur l'économie martiniquaise. Allez, Libreco, c'est parti. Depuis près de 50 ans, la Sara importe, transforme et distribue le pétrole sur notre île, mais également en Guadeloupe et en Guyane. Acteur majeur de notre économie et symbole de notre indépendance énergétique, la raffinerie se tourne aujourd'hui vers les énergies renouvelables. Elle vient notamment d'acquérir une pile à combustible qui permet de produire de l'électricité à partir d'hydrogène. Les détails avec Thomas Turard, François Brigitte et Olivier Odier-Lafontaine. On a mangé. Oui, la fameuse pile, ça ressemble à ça. Un conteneur dans lequel sont mis en contact de l'oxygène et de l'hydrogène. La combustion de ces éléments produit de l'électricité, de la chaleur et de l'eau. Rien de très enthousiasmant visuellement, mais ce qu'il faut retenir, c'est la présence de cette pile à hydrogène d'un mégawatt en Martinique et les raisons de ce choix par la Sara. Nous avons un excédent de 100 kg d'hydrogène par heure à peu près, et cet excédent d'hydrogène, jusqu'à il n'y a pas longtemps, on le mettait dans nos fours pour pouvoir chauffer les produits dont nous avions besoin dans le process. La réutilisation ou l'utilisation de cet hydrogène dans une pile à hydrogène ou une pile à combustible nous permet d'arriver jusqu'à la fabrication de 1 MW d'énergie électrique, ce qui est une utilisation qui nous semble plus noble de cet hydrogène. L'utilisation de cette technologie a deux avantages non négligeables. En sortie de production, il y a zéro rejet hormis de l'eau pure et de la chaleur, et une maîtrise de l'énergie car la fabrication de l'électricité est rapide et stable, donc idéale pour être rajoutée et vendue au réseau EDF. Alors, si cette pile à combustible est avantageuse, pourquoi avoir tardé à faire cette acquisition? Le marché hydrogène en Martinique n'existe pas. Nous n'avions pas de débouché pour notre excédent d'hydrogène. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, les technologies de pile à hydrogène n'existaient pas. Ceci, c'est une pile expérimentale et c'est aujourd'hui la pile de cette technologie la plus puissante au monde. Il y a une conjonction de facteurs internes et externes qui font que le fruit est mûr. On peut penser que le changement d'actionnariat y est pour quelque chose, mais pas seulement. Comme vous le savez, nous sortons de la COP21, donc conférence des parties sur le changement climatique, et donc une prise de conscience qu'il faut sortir de l'ère du pétrole, simplement parce que bientôt il n'y en aura plus, et qu'il est très important pour un outil comme la Sara, qui a aussi de nombreux salariés, de penser à l'avance une transition qui tienne compte et qui respecte l'ensemble donc, de ses équipes. On peut ajouter à ça la chute du prix du baril qui peut interroger sur le fait de raffiner toujours en Martinique. L'Agence martiniquaise de l'énergie défend tous les projets d'énergie renouvelable. Nous sommes l'agence, le partenaire de la transition énergétique. Donc avoir une pile à combustible, c'est participer à la transition énergétique et c'est très important. La direction qui a su saisir cette opportunité d'achat confie avoir payé cette pile en dessous du marché. Le coût total de l'opération est lui évalué à 5 millions d'euros. La pile à combustible qui va suppléer les deux turbines à hydrocarbures devrait démarrer sa production en 2017. Avec cette nouvelle stratégie, la Sara entame sa route vers les énergies renouvelables. Les perspectives pour la Sara, c'est bien de mener à bien des projets de développement et d'énergie nouvelle sur les 3 régions qui accueillent la Sara, la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. Ces projets doivent nous permettre à nous de devenir fournisseurs incontournables en matière d'énergie, tant fossile que renouvelable. Un nouveau chapitre est en train de s'ouvrir pour la Sara et son personnel. La raffinerie a plusieurs projets en cours, parmi ceux-ci la construction d'une centrale photovoltaïque et le dessalement de l'eau de mer.
D'autres projets d'énergie propre sont également prévus en Guadeloupe et en Guyane. En tout, la SARA pourrait investir 27 millions d'euros pour ses activités. Et Philippe Guy, le directeur général de la SARA, nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. La SARA, c'est un peu le modèle de l'ère triomphante du pétrole. Est-ce qu'on assiste justement aujourd'hui à un changement de modèle? Un changement de modèle fondamental, non, puisque notre activité, c'est transformer la matière. C'est à partir du pétrole brut de produire des carburants et de l'énergie. Demain, avec cette orientation sur les énergies nouvelles, c'est transformer autre chose que du pétrole brut, toujours pareil, pour satisfaire nos consommateurs. Alors revenons un instant sur cette fameuse pile à combustible, presque unique au monde, enfin en tout cas à la pointe de la technologie, on l'a vu. Elle permet en fait de réutiliser de l'hydrocarbure qui était déjà produit dans vos process industriels mais qui était perdu pour en faire de l'électricité. Elle pourrait alimenter entre 1000 et 3000 foyers et la production devrait commencer en 2017. C'est tout à fait cela. On constate que nous avions dans le cadre de notre process de fabrication cet excédent d'hydrogène que l'on ne perdait pas, qui était brûlé dans nos fours, comme ça a été dit dans le reportage. Simplement, la valorisation en termes d'énergie est bien meilleure de produire de l'électricité et ça a surtout l'avantage, c'est de produire de l'électricité propre avec zéro émission. Voilà un projet qui à la fois renforce le cœur de métier de la SARA et qui s'inscrit bien dans la transition énergétique. Pourquoi attendre 2017 pour commencer la production? Eh bien, les technologies n'étaient pas complètement mûres. On avait encore besoin. On a une pile d'1 mégawatt qui est une des plus grosses piles au monde. Nous serons la première raffinerie équipée d'un système complet. Donc, on est encore dans une phase de développement et d'expérimentation industrielle. Voilà, comme ça a été dit dans le reportage, conjonction d'éléments qui font qu'on a su saisir l'opportunité. Vous avez également un projet de centrale photovoltaïque et un projet de système de dessalement d'eau de mer. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Bien sûr. On a regardé avec un partenaire, qui est la société SunPower, une centrale photovoltaïque. Donc on a répondu à l'appel d'offres de la CRE, la Commission de régulation de l'énergie, pour une grande centrale de 4 mégawatts crête, qui va couvrir 4 hectares. Et là encore, ce qui est innovant, c'est qu'on va le faire sur des terrains qui sont inaptes à la construction, qui sont des terrains réservés, ce qu'on appelle PPRT. Donc voilà, c'est l'utilisation de ces terrains pour produire de l'électricité, en moyenne environ 1 mégawatt. Alors, quel est l'objectif? Est-ce qu'à terme, vous voulez devenir un vrai producteur d'énergie renouvelable ou est-ce que ça restera toujours une activité complémentaire à celle de la raffinerie? Alors, à la fois les deux, ça restera complémentaire puisque notre cœur de métier, c'est la transformation pour produire de l'énergie. Et petit à petit, on va faire en sorte que cette production d'énergie renouvelable ouverte soit de plus en plus importante. Sur une projection à 10 ans, on arrivera probablement à 10 ou 20% de cette part d'énergie verte. Et quelle est l'articulation avec des entreprises comme EDF pour la revente justement de l'énergie que vous allez produire? Alors, tous nos projets ont 3 caractéristiques. Nous recherchons très clairement le support des collectivités, au sens large, nos riverains, les autorités territoriales, les autorités politiques, pour avoir le support. Le deuxième, c'est du partenariat. Donc EDF fera partie de nos partenaires potentiels. La pile, c'est avec une petite structure et une start-up martiniquaise, eSIMS. Donc vous voyez, c'est vraiment du concret, du local. Et le troisième critère, c'est la création d'emplois locaux. Ces 3 critères, j'insiste, sont additifs. C'est-à-dire que s'il en manque un, SARA ne fera pas le projet. D'accord. La SARA a une capacité de production d'hydrocarbures de 800 000 tonnes par an. C'est énorme. Donc votre activité principale reste bien, en tout cas pour l'instant, le pétrole et la transformation du pétrole, une énergie polluante. Est-ce que vos investissements récents dans les énergies renouvelables n'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? Eh bien, pas du tout, puisque effectivement, la production d'hydrocarbures à partir du pétrole, nous émettons du CO2. Et on sait que ce n'est pas bon pour l'environnement. Nous émettons du SO2, de l'oxyde de soufre, dioxyde de soufre, dans les limites, bien évidemment, qui nous sont fixées par la réglementation. Et aujourd'hui, on est très en dessous de ces limites de réglementation. Donc ces projets énergie nouvelle, ce n'est pas du tout ce qu'on appelle du greenwashing. C'est vraiment une volonté de produire plus d'énergie, mais avec beaucoup moins, entre guillemets, d'impact sur la pollution. Voilà.
Cette nouvelle politique intervient aussi à un moment particulier, dans un contexte économique particulier pour la SARA. Le décret Lurel visant à faire baisser le prix de l'essence outre-mer a fragilisé votre modèle économique, on s'en souvient, au point que Total, qui était l'actionnaire majoritaire de la SARA, a revendu ses parts au groupe Ruby, qui détient aujourd'hui 71% des parts de la SARA. L'autre actionnaire est Sol Petroleum, Antilles. Au moment des débats entourant le décret Lurel, on avait même parlé peut-être de la suppression, de la disparition de la SARA. Donc est-ce que cette nouvelle orientation, cette nouvelle politique est indispensable aujourd'hui pour assurer la survie de votre entreprise? Alors, bien évidemment, le décret Lurel a suscité beaucoup de débats. Personnellement, je n'y ai pas participé puisque je n'y étais pas présent. En arrivant, ce que l'on peut constater, c'est que le décret Lurel, il a quand même un fondement, c'est faire en sorte que les carburants sont moins chers pour les populations. Qui peut être contre? Qui peut être contre? Le deuxième élément que je constate, c'est que comme tout décret ou comme tout modèle économique, il y a des plus et il y a des moins. Dans les plus que nous avons, nous, SARA, on a une situation de monopole, de fait. Eh bien, il faut que dans les moins, on les prenne en compte et que notre capacité à servir les consommateurs, à réduire le coût des carburants soit faite. Donc sur votre question, Total a décidé de partir, je ne ferai pas de commentaire, c'est sa stratégie. Ce que je constate, c'est que d'autres étaient très intéressés pour racheter, que leurs propres actionnaires ont salué en participant, en augmentant le capital de ces deux sociétés, en particulier Ruby, pour leur permettre le rachat. Voilà, donc je pense que la SARA a un bel avenir. Donc le modèle économique de la SARA n'est pas en danger? Un modèle économique est en danger à partir du moment où il n'est pas efficace. Qu'est-ce que l'on veut faire? La SARA, c'est avant tout 600 familles. Et je voudrais, c'est souvent un exemple que je donne, quand on me pose la question du modèle économique, je dis, prenons l'exemple du Suriname. Stadsoli, qui est une société d'État, voilà, 100% de l'État, donc pas société privée, mais sur un marché régulé, vient de faire un investissement pour une raffinerie assez équivalente à la nôtre. Voilà. La deuxième chose que je constate, j'arrive de Chine, le marché chinois qui est le premier marché mondial, 400 millions de tonnes, donc 400 fois la SARA, un quart de ce marché est tenu par des entreprises type SARA, investisseurs privés sur un marché régulé. Je ne suis pas un adepte du modèle économique chinois, en tous les cas, je constate que ce modèle économique peut tout à fait être viable, il suffit de bien définir qu'est-ce que l'on veut obtenir. Est-ce que vous pouvez garantir que le prix de l'essence pour les consommateurs martiniquais va diminuer dans les années qui viennent? Écoutez, si j'étais capable de le garantir, je ne serais pas directeur de la SARA. Non, ce que je peux garantir aux consommateurs antilo-guyanais, puisque nous agissons sur les 3 territoires, c'est que la SARA est orientée pour, dans ce qui lui appartient du prix des carburants, de faire tous les efforts possibles, donc les investissements, pour réduire ce surcoût. Une petite raffinerie coûte toujours plus cher qu'une grosse en production. C'est inévitable. On le sait, quand on va acheter son pain chez un boulanger de quartier, eh ben c'est un peu plus cher que dans les grandes surfaces. Mais c'est souvent pas la même qualité. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Chacun choisit ce qu'il veut. Nous, SARA, on a cette obligation de service. Ça veut dire qu'on a maintenant clairement une volonté, d'abord de transparence vis-à-vis du consommateur et de réduire nos coûts. Et nos projets énergie nouvelle vont nous aider à réduire le coût des carburants. C'est l'heure de notre sujet sur les visages de la SARA. Les métiers de l'industrie ne sont pas toujours bien connus. C'est pourquoi la SARA mise sur la formation et notamment les contrats de professionnalisation pour ses recrutements. Reportage de Thomas Turard, François Brigitte et Olivier Osier-Lafontaine. Ils sont 5 depuis le mois de novembre à préparer le brevet d'opérateur. Pendant 9 mois, ils vont suivre une formation avec au bout, si tout va bien, une embauche garantie à la clé. Parmi eux, David, à 33 ans, il quitte la téléphonie pour devenir opérateur à la SARA. Alors l'opérateur, il est censé travailler au niveau des unités de production de la raffinerie. Donc il est censé avoir une certaine connaissance en termes de la sécurité. Et un certain savoir-faire et un savoir-être pour ne pas mettre en danger la vie des autres, et ça vient d'elle-même. Alors David, comment se déroule justement cette formation de brevet d'opérateur? Alors cette formation consiste à nous faire monter en compétences et à comprendre vraiment le processus de la fabrication des hydrocarbures, tout en maîtrisant les risques qui nous entourent. Ça se passe à Dunkerque, une ancienne usine à l'arrêt qui s'est constituée en centre de formation. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir de la chance justement d'avoir pu obtenir cette formation? Pour moi, c'est une chance d'avoir été recruté pour faire cette formation.
Je suis très content et j'espère que ça ira pour le mieux. Chaque année, le département ressources humaines met en place ces formations de brevets opérateurs. Carole Jean-Louis nous explique l'objectif recherché. Cet objectif, il est double. Il nous permet déjà de répondre à nos besoins en recrutement. Et par ailleurs, il nous permet aussi d'ouvrir cette formation à des jeunes qui eux-mêmes sont en recherche d'emploi. Donc, un objectif aussi bien pour l'entreprise que pour la société. Comment se déroule cette formation? Cette formation se déroule en alternance. Il s'agit d'un contrat de professionnalisation sur une durée de 9 mois. Donc les candidats sont sélectionnés via notre processus de recrutement. Ensuite, ils effectuent le déplacement jusqu'à Dunkerque où ils ont une partie théorique et des parties pratiques. Et ils ont aussi quelques retours sur la Martinique pour mieux évoluer sur nos unités de fabrication. Ils sont opérationnels tout de suite, d'où l'avantage de cette formation. Madame Jean-Louis, comment ils peuvent évoluer au sein de la SARA, justement, une fois qu'ils ont été intégrés, ces jeunes? L'avantage de cette filière d'opérateurs, c'est qu'ils entrent dans un système où ils peuvent gravir des paliers, donc ils peuvent accéder, ils sont embauchés en tant que transfert 2 et ils peuvent accéder au métier de chef opérateur, à la fonction de chef opérateur, s'ils gravissent les échelons normalement. Philippe Guy, les métiers de l'industrie ne sont pas toujours bien connus et donc pas toujours attractifs. Pour quelles raisons ? C'est tout à fait dommage parce que c'est des métiers qui offrent, comme le reportage vient de le montrer, des capacités, des opportunités d'évolution de carrière intéressantes. Peu attractifs, nous avons énormément de candidats, donc je serai plus réservé sur ce terme-là. Compliqué parce que c'est un environnement technique de très haute technologie, dans un environnement classé Seveso 3 seuil haut, donc qui peut effectivement quelquefois faire peur. Et puis aussi, on a une image qui n'a pas toujours été très bonne, donc c'est l'occasion de la changer. Et concrètement, qu'est-ce que c'est le métier d'opérateur ? Alors très concrètement, un opérateur, on l'a vu dans le reportage, qui va rentrer comme opérateur, ce qu'on appelle transfert, il va être en charge d'aller surveiller les unités, prendre des échantillons, contrôler la qualité des produits. Donc vous voyez, c'est déjà un métier à l'extérieur, très pluridisciplinaire et qui va devoir s'exercer, comme l'a dit ce jeune qui est en cours de formation, en toute sécurité. C'est vraiment notre critère numéro 1. Et quelle qualité faut-il avoir pour faire ce métier ? Alors, vous avez vu, c'est un jeune qui venait de la téléphonie, donc on cherche surtout des gens qui vont avoir la capacité à réfléchir, à travailler en toute sécurité, puisque nous allons les former à ce métier d'opérateur. Donc c'est très ouvert. Et j'allais dire, dans les cycles futurs de recrutement, on va en avoir un qui est en cours en ce moment en 2016, de nouveau 5 brevets opérateurs. Donc vous voyez, l'emploi local, c'est bien du concret, des jeunes de tous les horizons pour justement, c'est plus un profil que l'on recherche qu'une base forcément technique. Au-delà des opérateurs, quelles sont les compétences aujourd'hui que vous recherchez à la SARA ? À la SARA, comme beaucoup de grandes entreprises, on a les métiers de l'informatique, les métiers des ressources humaines, les métiers de logistique, de magasinage. Donc on recherche dans beaucoup de domaines, l'informatique en particulier, où on va développer notre service informatique. Est-ce que vous recrutez régulièrement ? On recrute très régulièrement. L'année 2015 a été une bonne année en recrutement, puisqu'on aura fait plus de 15 recrutements. Et l'année 2016 s'annonce aussi sous cette bonne tendance. Philippe Guy, restez avec nous. On se penche tout de suite sur un chiffre de l'économie martiniquaise. 12 €, c'est ce qu'a dépensé un croisiériste en Martinique en 2013. C'est l'un des chiffres que l'on trouve dans la note express relative au tourisme en Martinique, publiée il y a un an par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer. Ce chiffre de 12 € apparaît particulièrement faible quand on le compare à ce que dépense un touriste de séjour, soit 590 € ou un plaisancier, 261 €. Les dépenses des croisiéristes ne représentent que 0,4% des 299 millions d'euros dépensés par les touristes en Martinique. La faiblesse des recettes en provenance des croisiéristes illustre le retard pris par la Martinique alors que la Caraïbe est la première destination de croisière au monde. Les efforts déployés par le Comité martiniquais du tourisme, qui ont permis à Fort-de-France de redevenir tête de ligne pour plusieurs compagnies, doivent encore s'accentuer. Cela passe bien sûr par l'amélioration de la très médiocre animation commerciale de la ville lors des escales de bateaux de croisière.
Partons maintenant à la découverte d'un sport qu'on n'apprécie pas toujours à sa juste valeur. La pole dance a le vent en poupe. Cette discipline, issue du monde du striptease, se démocratise et vous allez le voir, il n'est pas toujours facile de se hisser sur la barre. C'est notre bon plan de la semaine et c'est signé Jordan Debreuil. Le pole dance, plus généralement présent dans les bars de striptease ou dans les fantasmes masculins, est un véritable sport, une danse, que Marika a voulu faire connaître en effaçant les stéréotypes et faire changer les idées reçues sur cette pratique. Quand moi j'ai découvert la discipline, j'étais un peu comme les autres, je pensais que c'était du striptease. Et en pratiquant, je me suis rendu compte que ça n'était pas du tout le cas. C'est comme ça en fait que le travail a commencé. On a gommé un peu l'image sulfureuse de la pole dance. J'ai beaucoup d'élèves en fait qui me demandent, qui appréhendent un peu, qui me disent qu'elles ne sont pas sculptées en tout cas comme des gymnastes. C'est vraiment de la motivation, tout se travaille et tout s'acquiert en fait en pratiquant, en s'entraînant. L'ambiance y est très girly, chaleureuse et amicale. Les filles plus expérimentées forment les débutantes. Sarai en fait depuis plus d'1 an et elle est contente du résultat. Je suis issue, moi, de la gymnastique rythmique et ça m'a permis de trouver un bon compromis pour travailler autant la souplesse que la danse, que l'interaction avec un objet. J'avais pas du tout de bras, j'ai pris en épaule. C'est pas évident au début, on se fait beaucoup de bleu. Les danseuses de pole dance sont souples, sensuelles et sexy, mais pas que. Pour réaliser ces figures, il faut être sportive, ça fait appel à plusieurs muscles dont les bras, les jambes et les abdos. Ce n'est pas si facile qu'on le croit et je vais l'apprendre à mes dépens. Jordan, c'est bien sympa là de rêvasser, mais t'y vas là maintenant sur la barre? Ah bon? Ah oui, par contre, je crois qu'il y a un petit problème. Quoi? Tu vas glisser. Donc il faut que je fasse quoi? Faut tomber le pantalon là. Faut que j'enlève mon pantalon? Eh oui. Bon. Bah c'est parti. Et oui, il ne s'agit pas d'une discipline uniquement féminine, les hommes aussi pratiquent de la pole dance, alors messieurs, vous aussi, faites plaisir aux femmes. Bravo Jordan, il faudra encore un peu de pratique. Philippe Guy, je ne vous demande pas si vous voulez faire de la pole dance. Pour le mot de conclusion, un petit mot sur le développement des biocarburants qui fait aussi partie de vos projets écologiques. Eh bien, effectivement, c'est une troisième filière que l'on regarde de très près, toujours avec l'objectif dont je vous ai parlé précédemment, c'est d'avoir une activité autour de notre cœur de raffinage qui aura pour effet de faire baisser le prix des carburants, puisqu'on sera fournisseur d'énergie renouvelable et producteur de plus d'énergie et d'électricité en particulier. Merci d'avoir été avec Merci. nous. Avant de vous quitter, je vous laisse découvrir l'agenda Contact Entreprise de cette semaine. Jeudi 10 mars, 18h30, conférence avec Denis Père à l'IMS sur le thème « L'implication des citoyens et des entreprises dans la vie politique ». Participation gratuite et ouverte à tous sur inscription à l'adresse avnoël@contact-entreprise.com. Vendredi 11 mars, de midi à 14h, dîner-débat avec Monsieur Jean-Marie Peretti sur le thème « Les nouveaux défis managériaux à l'ère de la révolution digitale et de la mondialisation ». Retrouvez toutes nos actualités à l'adresse www.contact-entreprise.com. Voilà, Libreco, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle entreprise. D'ici là, passez une excellente soirée sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libreco.